Alors bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être présents pour cette deuxième plénière de la première journée du RIOD qu'on a la chance d'accueillir à Lille cette année. Donc après la remise des prix, on va avoir le plaisir d'écouter Florence Janicatrice et Paul Carry sur la thématique les sciences sociales au défi de l'Anthropocène. Alors d'abord, moi je suis juste chargée de l'animation de cette plénière, donc je vais présenter les intervenants. D'abord Florence. Vous êtes professeur des universités en sciences économiques à Lille, vous êtes rattaché au laboratoire du CLERC et vos travaux portent principalement sur les analyses critiques des indicateurs macroéconomiques, sur les enjeux de l'évaluation des politiques publiques et ou encore sur la post-croissance. Donc parmi vos ouvrages, on peut citer Les nouveaux indicateurs de richesse avec Jean Gadré, Faut-il attendre la croissance avec Dominique Méda, et récemment, A Political Economy of the Measurement of Inflation. Paul, maintenant, vous êtes maître de conférence HDR en sociologie, ici aussi à l'Université de Lille, mais au laboratoire CERIES. Et vous avez travaillé sur les questions urbaines, notamment au Brésil, sur la question des alternatives, et vous travaillez aujourd'hui principalement sur les questions écologiques. Alors, parmi vos travaux récents, on peut citer l'ouvrage que vous avez coordonné, Questionner l'effondrement, mais aussi celui qui s'appelle Pour une sociologie enfin écologique. Alors ce soir on va parler des sciences sociales au défi de l'Anthropocène et on va commencer par écouter Paul qui va nous détailler le rendez-vous manqué entre la sociologie et la nature et qui développera des pistes de réflexion pour des sciences sociales écologiques. Et ensuite, on écoutera Florence, qui reviendra sur le lien entre les limites planétaires et le capitalisme, qui tentera d'expliquer aussi les raisons et les conséquences de l'inertie à laquelle on fait face aujourd'hui. Paul, je te laisse la parole. Merci, Léna. Alors, bonsoir à tous et toutes, merci d'être présents et présente. Alors tout d'abord mes remerciements à Nicolas Postel, tout d'abord pour l'organisation du colloque, c'est pas fin du tout, ça a vraiment été un énorme travail, et puis pour le soutien qu'il m'a apporté depuis plusieurs années. Je ne vois pas Nicolas, mais j'espère qu'il m'entend. Merci également à tout le comité d'organisation, et en particulier Magali, Clotilde, Adèle, qui sont au premier rang. C'était fort sympathique d'organiser ce congrès. Alors, changer ou s'effondrer, le titre du colloque du RIOD est une référence très claire aux travaux du groupe de chercheurs qui, à la demande du Club de Rome, avait publié The Limits to Growth en 1972. Il n'y avait pas de point d'interrogation d'ailleurs. Et à l'époque, les scénarios d'effondrement étaient plausibles autour de 2030 si les tendances de l'époque se maintenaient. Et les auteurs plaidaient déjà pour une transition, une redéfinition de nos conceptions de la richesse. Florence, évidemment, en reparlera. Alors nous connaissons tous et toute la situation actuelle. Nous avons dévasté la Terre et notamment les scénarios du GIEC, le RCP 8.5 pour les connaisseurs, souligne qu'un certain nombre de zones devraient devenir inhabitables en fin de siècle. Alors pour simplifier le propos ici, on élargira la problématique de l'Anthropocène aux questions écologiques en général. Parce que discuter sur l'Anthropocène, c'est une conséquence du fait qu'on discute ou non, qu'on porte un intérêt ou non aux questions écologiques. Par exemple, se poser la question de savoir si on veut piloter le système Terre ou s'il faut renoncer à le faire, qui est un débat central aujourd'hui, par exemple, en écologie de la conservation, ça suppose déjà d'avoir admis ce nouvel âge. Alors, la sociologie y a montré peu d'intérêt jusqu'à maintenant, et c'est d'autant plus regrettable qu'il y a des contre-exemples, notamment dans des disciplines cousines, issues des sciences sociales. Alors, je vais prendre deux exemples. D'abord, les historiens, avec toute cette génération de chercheurs, les Fressoz, Locher, Bonneuil, Quesnay, Matisse, Pouillard, qui ont posé vraiment des jalons, qui ont produit des travaux très inspirants, qui sont inspirés de travaux partis des États-Unis, qui ont aussi bénéficié de l'internationalisation des questions liées à l'environnement et du déploiement de programmes de recherche par pays.
Évidemment, les anthropologues, alors sans revenir sur les raisons historiques qui font que les anthropologues sont plus proches des questions liées à la nature, eh bien aujourd'hui, il faut signaler que cette dynamique, elle est portée dans le sillon notamment de Philippe Descola et de tous ses travaux d'anthropologie de la nature. Bon, je m'arrête à ces deux disciplines et je reviens à la sociologie. Évidemment, dans le récit général que je vais vous faire, il y a des exceptions et des gens comme Jacques Ellul, Bernard Calahorra échappent à la critique. Mais l'écriture de l'histoire de la discipline aujourd'hui les a pour l'instant évincés. Donc, ici, dans une visée pédagogique, je tenterai de remonter aux sources de ce rendez-vous manqué. J'identifierai un certain nombre de facteurs de blocage. Et puis, je plaiderai pour une sociologie écologique, mais surtout pour des sciences sociales écologiques. C'est-à-dire, je proposerai des pistes de réflexion autour d'objets centraux, autour de la question des épistémologies, des expérimentations, ou encore de la prise en compte de la matérialité dans nos travaux. Alors, retour, première partie, aux sources du problème. Bon, la sociologie, c'est la science des rapports des humains entre eux, elle naît au 19e dans un contexte de double effondrement, celui des structures sociales et économiques, mais aussi de l'ordre politique de nos sociétés. Alors, dire qu'à l'époque on ne parle pas de climat, on ne parle pas d'environnement est faux. On en parle beaucoup, on est dans une France en particulier agricole, et Fressoz et Locher ont bien montré qu'en 1821, le ministère de l'Intérieur a lancé une vaste enquête sur le changement climatique, en s'interrogeant sur la responsabilité des humains sur les 30 dernières années. Alors l'enquête sera enterrée, comme le montrent les deux historiens. Bon, la seule hypothèse validée étant celle d'un déboisement trop important des montagnes. Bon, les sociologues de l'époque n'ignorent pas ces dégradations de l'environnement, et pourtant ils n'en tirent pas de conséquences. Alors, je prends 4 exemples, le Big Four des sociologues, ou au moins ex post. D'abord, Tocqueville. Alors vous connaissez certainement de la démocratie en Amérique, mais il retire de cet ouvrage ses passages sur la rencontre avec le sauvage. Je vous conseille son petit livre, publié bien sûr post-mortem, 15 jours dans le désert, qui est un texte magnifique sur la dévastation de la nature, revers de la civilisation blanche et de son avancée. C'est au Québec. Marx, deuxième sociologue, économiste, philosophe, à l'exception de quelques passages où il évoque les ruptures métaboliques et l'appauvrissement des sols, il opte, on le sait, pour une approche plus optimiste par la croyance en le progrès technique, par la croyance dans la capacité des engrais notamment, et surtout, Marx rejette le rôle des paysans qu'il qualifie, vous le savez, de pommes de terre dans leur absence de maîtrise de l'histoire. Durkheim lui va encore plus loin. Il met le biologique totalement en dehors de l'analyse des faits sociaux. Alors certes, il y a des considérations stratégiques à l'époque, il faut se distinguer de la géographie, de la psychologie, mais c'est sans équivoque. Max Weber, lui, est plus nuancé. Évidemment, il évoque déjà la dépendance du capitalisme aux énergies fossiles, et il souligne aussi combien les phénomènes climatiques sont importants dans les réponses que les sociétés leur apportent. Pour autant, c'est surprenant, mais il opte pour une définition plus restreinte de la sociologie autour de l'activité sociale, et lorsqu'il parle des contraintes de l'environnement, c'est dans ces passages consacrés à l'économie. Donc, la sociologie se caractérise soit par une absence, soit au mieux par une sorte d'arrière-plan, de décor des phénomènes écologiques. Alors, ça va aller crescendo au XXe siècle, et puis c'est lié aussi à une raison très simple, c'est-à-dire qu'en sociologie, il y a surtout un rejet quasi viscéral de la question des limites, en particulier des limites naturelles. Il faut le comprendre dans le contexte du XIXe siècle. Le retour à l'ordre naturel, il est porté par les contre-révolutionnaires. Et puis, le XXe siècle, avec la biologisation du social et les races supérieures nazies, n'ont pas aidé à fréquenter ce rappel au naturel. Donc on va jeter, comme le souligne bien Serge Audier, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en sociologie, on va finalement dire le progrès culturel va beaucoup plus vite que le changement naturel. La question ne se pose plus. C'est d'autant plus marquant qu'au XXe siècle, les questions environnementales disparaissent largement des agendas politiques, au moins pendant un siècle. Et l'idée qui domine le XXe, c'est que nous étions désormais protégés des soubresauts du climat, que nous n'avions plus rien à craindre. Alors, ce n'est pas forcément ce que pensaient les populations, mais le sujet n'était pas traité comme tel. Et les sociologues qui se faisaient les porte-voix, les grincheux, les Charbonneau ou les Ellul, étaient marginalisés et décrits comme réactionnaires dans la discipline.
Alors, les choses changent à partir des années 70, quand nos sociétés, entre guillemets, redécouvrent les problèmes environnementaux, et deux sociologues américains, Caton et Dunlap, lancent le projet d'une nouvelle sociologie répondant à un nouveau paradigme écologique. Ils veulent contrer l'idée d'une exceptionnalité des humains, ou tout du moins l'idée, ils reformuleront ainsi, que les humains sont exemptés des limites naturelles. Alors, ce projet a moyennement abouti, son ambition a été quelque peu réduite, mais il a clairement posé comme hypothèse de travail que la sociologie pouvait s'intéresser non seulement à la question des problèmes environnementaux, c'est-à-dire à la façon dont on traite, dont on reconnaît les problèmes environnementaux, mais plus profondément sur la façon dont les sociétés humaines interagissent avec leur environnement et comment notre société actuelle pose des défis de compréhension qui supposent de sortir d'une approche des humains entre eux pour comprendre les dynamiques d'exploitation du vivant. Alors, ça suppose évidemment de sortir du logiciel sociologique, confiant dans la modernité réflexive, confiant dans les capacités d'invention du social, confiant dans le progrès technique. Alors, si on fait un bref panorama, notamment en France, par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire que la discipline reste majoritairement contre nature, c'est-à-dire continue largement à penser l'environnement comme un construit social. On pourrait presque dire que les collègues ont raison. Finalement, la thèse de l'Anthropocène leur donne raison, puisque la nature n'est pas un problème tant on peut la contrôler. Il y a ceux qui font une sociologie des problèmes environnementaux, donc qui considèrent l'environnement comme un sujet parmi d'autres, et qui vont faire des analyses, par exemple des opinions, des pratiques écologiques, en la reliant variables, revenus, CSP, âge. Alors, c'est pas du tout inutile, notamment pour comprendre un certain nombre de blocages face à des mesures d'action publique. Et puis, il y a une approche plus engagée. Je dirais qu'il y a ceux qui utilisent les outils de la sociologie, notamment pour montrer les blocages face aux transitions. Je pense à l'ouvrage très intéressant de François Dedieu sur les pesticides. Et puis, il y a ceux qui considèrent qu'on ne peut plus faire une sociologie as usual, une sociologie comme d'habitude, mais qu'on doit attaquer, la question de la matérialité, c'est-à-dire les effets de nos pratiques sur l'environnement, c'est typiquement ce que défend Geneviève Pruvot, et deux, bien entendu, œuvrer pour une transformation de nos modes de vie, c'est-à-dire prendre en compte et au sérieux la question des limites planétaires. Au fond, je pense que la plupart des chercheurs de ce courant, ce dernier, admettraient qu'il est nécessaire de sortir d'une approche anthropocentrée, donc reconnaître notamment une valeur intrinsèque au non-humain ou à l'environnement dans son ensemble. Et évidemment, c'est loin d'être un point de vue dominant. Parce que, dans une certaine mesure, la discipline est largement, je pense, comme la majorité de la société, une partie de la salle ici, relativement climato-sceptique, au sens où elle ne croit pas fondamentalement que nous serons touchés au point de devoir modifier nos pratiques. En d'autres termes, même si on admet la pertinence des données écologiques, on refuse d'en tirer les conséquences sur les modes de vie. Bon, un exemple parmi tant d'autres. Sur la question, par exemple, des animaux. En France, on abat 3 millions d'animaux terrestres chaque jour. Alors, ça fait 1 milliard par an. Je ne compte pas les poissons. Au niveau mondial, c'est 80 milliards. Donc, c'est des chiffres qui sont tout à fait considérables, avec des effets sur l'environnement, gaz à effet de serre, sol, puisqu'il faut mettre en culture pour les nourrir. Alors, prenons le scénario ADEME, le plus ambitieux. Vous les connaissez, les 4, la génération frugale. On est à moins 70% de réduction de consommation de viande, qui est le plus ambitieux dans nos scénarios de transition. Le numéro 4, Paris réparateur, alors le moins ambitieux celui-là, c'est moins 10%. Bon, ça suppose dans tous les cas qu'un minimum d'engagement est requis. Or, de fait, aujourd'hui, les données en France, que montrent-elles ? Que la consommation de viande augmente. Contrairement à la hype végétarienne et au discours médiatique sur les flexitariens, ça augmente. On aurait donc des tas d'exemples montrant ce décalage et cette forme d'aveuglement. D'où l'idée que je propose, c'est d'essayer de faire un peu bouger la discipline, notamment en fixant un nouveau cap à la sociologie, maintenir un monde habitable, pas seulement pour les élites, pas seulement non plus pour les humains, mais également pour le monde sauvage. Et je pense que de ce point de vue-là, on a plein de pistes à explorer, des choses qui se font déjà et qu'il faut se mettre en ordre. Donc, 5 sous-points. Le premier, c'est les épistémologies. On doit s'ouvrir, on le fait déjà, pas suffisamment. Je pense aux épistémologies venues du Sud. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de jeter aux orties la science occidentale, mais de considérer que pour un certain nombre de domaines, elle nous a menés dans le mur. Je pense par exemple à la protection de la biodiversité.
Au nord comme au sud aujourd'hui, moi je le vois sur mes travaux au Brésil, dans le nord-est, eh bien, on voit comment la réévaluation d'identités qui ont été reléguées, méprisées, combattues, elle est centrale. Je pense à des populations indiennes ou des descendants d'esclaves au Brésil. Elle est centrale aujourd'hui dans la défense de l'agrobiodiversité ou de la biodiversité en général. Bon, l'agrobusiness au Brésil s'y est pas trompé, elle les attaque violemment de front, très clairement. Ce sont des foyers de résistance. Deuxième point, la science participative. Alors, il y a des représentants ici du Congrès qui parleront avec les militants d'ATD Carmonde sur les scénarios de transition, mais c'est l'idée que les sciences sociales ont entamé une mue sur cette question. Et bon, si on ne veut pas parler uniquement des tableaux de Jancovici avec les tonnes équivalent carbone par habitant, ce serait bien aussi d'impliquer les habitants dans ce type de scénario. Troisième point, la pluridisciplinarité. En fait, on sait que les travaux avec les sciences dures dans lesquels les sciences sociales jouent un rôle moteur, pas simplement la cinquième roue du carrosse, donnent des résultats tout à fait intéressants, tout à fait excellents, parce qu'ils s'interrogent immédiatement sur la plausibilité des scénarios de gouvernance ou des résultats. Je pense au projet européen Transformations to Sustainability. Alors certes, c'est 1 million d'euros par projet, mais ça donne des résultats spectaculaires en termes de production de connaissances. Deuxième point, les transformations culturelles. Alors, au sens large, l'idée, c'est que la sociologie elle peut participer à la mise en place d'une culture écologique au sens large pour éviter ce genre de données un peu stupéfiantes. Fracture française, dernière vague, seuls 57% des Français considèrent que le changement climatique est d'origine anthropique. Bon, et c'est en baisse par rapport à 2022. Bon, alors, on a eu des tas d'exemples dans la littérature, dans le cinéma, je pense dans la religion, avec Laudato Si du pape, dans les sciences sociales. On a des tentatives formidables en anthropologie, je pense au bouquin de Natacha Martin, des Després, des gens comme Latour, enfin autour de Latour avec Morisot. Mais chez un certain nombre de nos collègues des sciences sociales, tout cela, je prends l'expression de Lordon, n'est que pleurnicher le vivant. Alors même chose récemment, dernier ouvrage de ma collègue Alexandra Bidet avec Vincent Rigoulet, qui nous dit que tous ces auteurs, finalement, ces penseurs du vivant, ils nous renvoient à une époque de chasseurs-cueilleurs parce qu'ils ne prennent pas en compte la dimension productive. Alors certes, cette littérature est agaçante, parfois, même souvent, mais néanmoins, elle contribue au moins à décentrer le regard, à ouvrir le champ des possibles. Donc, plutôt que de refermer des portes, un auteur comme Morisot, il a l'avantage au moins d'en ouvrir. Donc peut-être réfléchir à 2 fois chez les collègues avant de lancer des brûlots sur les dispositifs écologiques. Ça n'empêche pas la lucidité de ce point de vue-là. Troisième point sur les alternatives. Alors, dans le sillé de ce que dit Jean-Louis Laville et de Boaventura di Sousa Santos, il faut vaincre la fameuse herméneutique du scepticisme. Ça ne marchera jamais, c'est trop petit, c'est pas généralisable. Bah oui, on s'en doute, un jardin partagé, c'est pas ça qui va faire tomber le capitalisme. Merci pour la critique. Mais on sait également que entre expérimentation et transition, il y a souvent un fossé. Ce fossé, d'ailleurs, n'a pas vocation toujours à être comblé. Toutes les expérimentations n'ont pas vocation à s'institutionnaliser. Par contre, elles ouvrent le champ des possibles. Ici, à ce colloque, on va parler de Longomaille, on va parler de territoires zéro chômeur. Bon, à titre personnel, j'ai vu des expérimentations sur les réseaux d'eau communautaires en Colombie qui sont absolument formidables. On part d'un problème d'absence de l'État dans un pays où les migrations internes à cause de la guerre ont été majeures. Bon, ces réseaux communautaires s'organisent et règlent eux-mêmes le problème. Ensuite, ils s'organisent en réseau au niveau local, puis au niveau régional, et aujourd'hui, vous avez une loi de reconnaissance de rôle de ces acteurs dans la loi nationale. Bref, ce type de luttes, qui sont à la fois des luttes sociales pour l'accès à l'eau, mais aussi des luttes écologiques, parce que pour pomper l'eau, il faut bien aller au front, notamment contre l'exploitation minière, eh bien, sont des luttes pour la justice environnementale qui sont tout à fait intéressantes et qui profilent des alliances entre le public et le communautaire, qu'on a tendance en France à beaucoup opposer, qui sont, à mon avis, tout à fait prometteuses. Enfin, sociologie des transitions. Il y a plein de jeunes doctorantes et doctorants qui travaillent là-dessus et qui montrent que les choix contemporains vont nous poser problème. Si on est dans la transition énergétique telle qu'elle se dessine aujourd'hui, on va mettre le feu, c'est le cas de le dire, à la biodiversité. On n'a pas la capacité de produire la biomasse qu'il nous faudrait. Donc il va falloir faire des choix. La transition énergétique, si on ne bouge pas nos consommations, eh bien, ça veut dire une grosse perte de biodiversité localement. C'est évident. Donc ça suppose, en tout cas pour les sociologues, de sortir de la position « je ne sais pas, je ne parle pas de ces sujets parce que je ne les comprends pas ». Quatrième point sur la matérialité.
Alors je pense qu'il faut vraiment prendre cette idée que toute pensée politique, toute pensée critique aujourd'hui doit être liée à la matérialité de la production. Alors Latour disait revenir terrestre, bon il l'a dit un peu tard, hein. Charbonneau disait dès 1969 la véritable entreprise de l'an 2000 c'est pas l'évasion dans la Lune mais l'installation sur Terre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'abord, et là je reprends les analyses de Laville et frères, hein, sur l'idée qu'il faut arrêter, notamment avec ce récit dominant de l'activité politique, comme coupé de l'activité. C'est-à-dire on ferait de la politique une fois qu'on se serait libéré des activités routinières, de la nécessité. Vision portée par Habermas, par Arendt, qui domine une certaine tradition politique. Bon, il est temps de s'en débarrasser. C'est-à-dire que dans cette approche, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y aurait qu'une seule forme de faire de l'économie. Voilà, nous, on serait là uniquement pour discuter comment on redistribue les richesses créées par l'économie. Or, c'est tout à fait contestable qu'il y ait une seule forme d'économie, une seule façon de produire. Et puis, le deuxième point, c'est une vraie naïveté. Qui croit aujourd'hui que la baguette, elle se produit toute seule, que votre poisson pané, il arrive tout seul dans votre assiette. Non, il y a bien des travailleurs qui continuent à travailler pour les autres. Il y a bien une exploitation massive d'autres vivants non humains qu'on met dans des hangars à la sortie des villes. Tout ça pour dire que si on se met dans la position d'une sociologie des absences, eh bien, notre système économique, il a contribué à invisibiliser très largement un grand nombre de nos processus productifs. Bon, quand est-ce que vous avez croisé un cochon récemment en ville ? Ça fait longtemps, je pense. En Bretagne, il y a un siècle, vous en aviez partout dans les villes parce que, notamment, ils mangeaient les déchets. Bon, après, peut-être qu'ils étaient eux-mêmes mangés, mais vous aviez un écosystème relativement cohérent de ce point de vue-là. Alors, fort heureusement, aujourd'hui, c'est l'idée que ça déborde, ou ça s'assèche selon les configurations. C'est-à-dire que le matériel se rappelle à nous. Les nappes sont bourrées de polluants venus des pesticides agricoles, ou alors les cours d'eau sont à sec. Bref, on est obligé de voir par les débordements planétaires ce qu'on voulait occulter. Il y a bien, comme le soulignent certains militants, un certain nombre de soulèvements de la Terre auxquels on doit donner un certain coup de main. Donc, pour reprendre la pensée que je trouve vraiment passionnante d'Aurélien Berland, si on arrête de confondre autonomie et délivrance, c'est-à-dire on serait autonome, mais ça veut dire être débarrassé de nos tâches de production de subsistance, ça suppose de se reconnecter. Alors je ne parle pas là des ateliers cuisine des grands chefs pour Bobo, non. Il s'agit que chacun prenne sa place dans les activités. C'est-à-dire que dès qu'on commence à discuter sur la répartition des activités, je pense à ce qui s'est fait sur la ZAD quand on discute de qui fait les tâches ménagères, c'est moins trivial qu'il n'y paraît parce que ça nous oblige à poser des questions d'organisation de notre production. Donc quand on pose une entrée par la subsistance, on doit retrouver de l'attention au reste, aux humains qui travaillent pour nous, mais aussi aux non-humains, apprendre à utiliser des outils pour qu'ils durent, qu'ils puissent être réemployés, coudre un bouton, planter, faire sa cuisine. On peut inventer bien des formes pratiques de reconnexion. Alors je ne dis pas qu'on doit évidemment maîtriser l'ensemble de notre subsistance, c'est totalement impossible, illusoire, non souhaitable, mais quelques pourcents ne seraient certainement pas un luxe. Et ça suppose quoi ? Un rapport au savoir différent, notamment au matériel. Laisser courir les enfants dans la forêt, leur laisser mettre les mains dans la terre, arrêter de considérer que votre pelouse tondura, c'est un gage de respectabilité sociale. Voilà. Et il y a, de ce point de vue-là, des gisements d'emploi considérables, notamment dans l'ESS, les ressourceries, les tiers-lieux, l'agriculture biologique, l'éducation à l'environnement, la revalorisation du savoir technique. Pourquoi pas d'ailleurs revaloriser le scoutisme, qui au moins permettait un certain contact avec la nature. Pour finir, le rapport au monde sauvage. Alors allons plus loin, imaginons un monde devenu raisonnable, avec une forme de généralisation de la gestion mode commun version Ostrom. Donc on va gérer nous-mêmes à une échelle locale les bancs de poissons, les forêts. C'est illusoire, mais admettons. Donc à Lille, par exemple, on gérerait, disons, la forêt de Falampin ou la Deule. Le problème dans cette configuration, c'est qu'une grande partie de la nature sauvage, elle sera laissée de côté. On demandait sur le Larzac, par exemple, le principe du commun par excellence, s'ils veulent du loup. Peut-être que dans cette configuration, les gorilles, les lions ont une bonne tête, et donc ils ont une chance parce qu'ils génèrent des revenus importants grâce à l'imaginaire qu'ils convoient. Mais tous les batraciens moches, les petites espèces d'oiseaux et les insectes n'ont pas de chance dans cette affaire. Donc ça signifie qu'il faut également renoncer, c'est mon point de vue, à notre volonté de maîtrise démesurée, d'où l'importance
de maintenir des zones de conservation. Et là, ça coince un peu, notamment en France, parce qu'en France, la nature, beaucoup de travaux le montrent, c'est la nature anthropisée, ce n'est pas le surgissement sauvage. Donc, de mon point de vue, on a aujourd'hui la nécessité d'appuyer les initiatives de conservation, publiques ou privées d'ailleurs. Elles sont imparfaites, elles sont l'objet de compromis, mais on a des outils. On a des outils comme les servitudes de conservation qui limitent la propriété, les obligations réelles et environnementales qui sont désormais dans la loi en France. Donc la question, ce n'est pas de mettre la nature sous cloche, mais de laisser quelques zones en libre évolution en nous appuyant sur les dynamiques de régénération du vivant. On ne peut pas faire comme si aujourd'hui, ces zones de conservation n'avaient pas un intérêt écologique et comme si, par exemple, toute la biologie de la conservation n'avait pas eu des résultats probants. D'une part, dans ces zones, aujourd'hui, la biodiversité s'y concentre, heureusement qu'on les a protégées. Et puis bien souvent, dans ces zones, les intérêts des peuples indigènes et de la nature vont de pair, comme le montrent un certain nombre d'études. Bien, alors qu'on le fasse pour des raisons anthropocentrées, à la Jonas, faisons-le parce que nous avons le devoir, comme humains conscients, de maintenir l'habitabilité de la Terre pour léguer notre patrimoine unique, culturel, à nos enfants, ou qu'on le fasse pour des raisons biocentrées, eh bien, des convergences, me semble-t-il, sont évidentes. Pour finir, peut-être un petit mot sur l'effondrement, puisqu'il y a ici un congrès d'organisation adaptation radicale. Bon, on sait qu'il y a eu un vent en poupe de 2016 à 2020, je dirais, autour de cette question. Le soufflet médiatiquement semble aujourd'hui être retombé, en tout cas autour de la collapsologie, alors que la situation, évidemment, est pire que jamais. Et surtout, le Covid a un peu refermé cette idée que nous pourrions transformer nos modes de production. En gros, c'est pareil, mais en pire. Et juste un petit mot sur cette dernière diapo, sur les Français ambivalents vis-à-vis de leur niveau d'implication dans la lutte contre le changement climatique. Pensez-vous que c'est plutôt à vous de faire des efforts, plutôt que c'est pas à vous de faire des efforts, c'est plutôt à l'État, donc 68% des Français sont plutôt favorables à cette idée, bon, plutôt que c'est à l'État d'agir et pas aux citoyens. 67% des Français sont prêts à changer leur mode de vie, mais ça baisse à 47% dès qu'il y a un effort financier. Bon, ce type de données ne donne pas évidemment le moral, mais je compte bien entendu sur Florence pour vous le remonter un peu. Bon, vous êtes encore prêts pour une grosse vingtaine de minutes, ça va ? Vous tenez bon ? Bon. Eh bien, moi aussi, je remercie vraiment chaleureusement les organisateurs de m'avoir fait signe. On aurait pu être nombreux, je pense, à ma place pour intervenir ici. Bon, et donc, je vais commencer tout de suite en me posant la question, est-ce que le capitalisme a jamais tenté de régler ses contradictions ? Bon, je pense que le capitalisme a toujours fait montre d'une certaine capacité à s'adapter aux crises multiples qu'il a traversées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait très bien montré en leur temps, dans le nouvel esprit du capitalisme, la gestionnaire Eve Chiapello et le sociologue Luc Boltanski, qui parlaient pas tant d'adaptation, mais de récupération de la critique par le capitalisme. Et il faut reconnaître au capitalisme cette capacité de récupération de la critique et donc d'une certaine forme d'adaptation, peut-être même que cognitive, aux crises structurelles. Mais il s'agit toujours, ou le plus souvent, de réformes en vue de s'adapter, plus que de grandes transformations pour régler de manière structurelle les causes des crises multiples, par exemple financières, mais pas que. Mais justement, de quoi est-ce que nous allons parler ici ? Est-ce qu'il s'agit d'une crise de plus, d'une simple extension des externalités, d'un choc externe, d'un désastre, d'un effondrement ? Bon, il faut reconnaître que les concepts des économistes, puisque c'est de là dont je vais parler, sont faibles, et parfois même fallacieux pour rendre compte des multiples effondrements que je vais reprendre à mon compte. Avant de revenir à ces concepts, je vais d'abord, dans un premier temps, chercher le diagnostic de cet effondrement hors des sciences sociales, et en ça je rejoins bien volontiers Paul, et dans la matérialité que suggèrent les sciences du système Terre et de la durabilité. La multidimensionnalité des urgences, elle a été très très bien hiérarchisée dans un article de la revue Nature dès 2009 et dans l'idée de limites planétaires. Ils en ont identifié 9. Il faut dire que pendant longtemps, nous avions été envahis par l'idée, en tout cas en économie, que les ressources naturelles étaient de deux types.
C'est comme ça qu'on nous l'avait appris à l'école, renouvelables et non renouvelables. Et que c'est seulement les ressources non renouvelables, les ressources fossiles, sur lesquelles il fallait avoir un objet de réflexion, puisque les renouvelables étaient renouvelables par définition. Et justement, un groupe de scientifiques du Stockholm Resilience Center a montré que les actions humaines étaient devenues le facteur premier du changement environnemental global. Alors évidemment, il y en a d'autres qui l'ont dit avant eux, mais ce qu'a montré Johan Rockström, qui a été aussi cité par Paul tout à l'heure, dans un article intitulé « A Safe Operating Space for Humanity », et reprenant à son compte l'idée d'Anthropocène, a mis en avant avec son équipe, parmi les facteurs de l'effondrement, bien entendu, la dépendance accrue aux énergies fossiles dans les systèmes de production, l'intensification et l'industrialisation de l'agriculture. Et bien qu'ils s'intéressaient qu'aux conditions matérielles d'un possible moment de bascule, ils ont identifié dans ces modalités sociales d'organisation du capitalisme ces ressorts d'une certaine manière. Selon eux, la dynamique en cours pourrait produire des effets irréversibles, des changements environnementaux drastiques conduisant à des états de nature moins ou tout simplement non propices à la vie humaine, ou si je le dis avec moins d'ellipses, à des états de nature mortifères pour le genre humain. Dans les années 2020, sur ces 9 limites planétaires qu'ils avaient identifiées, 3 avaient atteint des points de bascule. Ces défis critiques ou ces frontières planétaires ou ces limites planétaires ne signifient pas qu'elles sont véritablement franchies quand elles sont dépassées, comme l'expliquent Aurélien Bouteau et Natacha Gontran, mais qu'au-delà des seuils fixés, on entre dans l'ère de l'irréversibilité, de l'emballement, de l'inconnu radical non maîtrisable. Et quelles sont ces frontières dépassées? Le changement climatique, dont il a été assez peu question par Paul, de la perte de la biodiversité, dont il a beaucoup parlé, de l'interférence dans le cycle du nitrogène, que je ne maîtrise pas du tout, mais je fais confiance dans cette équipe. Et en 2022, ce même Resilience Center a publié un nouvel article dans lequel l'équipe souligne le dépassement de 3 nouvelles limites, soit dorénavant 6 sur les 9, l'usage des sols, les pollutions chimiques et l'eau douce déclinée en eau verte et eau bleue. Ce référentiel est assez heuristique tout en étant pédagogique, comme le fut en son temps l'empreinte écologique et l'empreinte carbone, quand elle ne nourrissait pas des simulateurs individuels, histoire de faire de cette question mondiale et empreinte d'inégalités spectaculaires une question totalement individualisée à laquelle chacun peut répondre individuellement. Ce référentiel des limites planétaires constitue un diagnostic sur l'état multidimensionnel de la biosphère, même s'il pose aussi des questions tout à fait redoutables lorsqu'il s'agit de décliner ces limites à des niveaux nationaux ou territoriaux et donc d'en faire des outils aussi de politique publique. Mais lorsqu'ils sont combinés aux conditions sociales et politiques, ces frontières viennent interroger aussi la question évidemment de l'habitabilité. Et en particulier, donc cette question de l'habitabilité comme autant de balises qui visent à jauger les capacités collectives des sociétés à vivre ensemble, puisqu'on peut le tourner dans tous les sens, c'est bien de cela dont il s'agit, et je pense que l'actualité nous donne raison de ce point de vue. Donc justice écologique et justice sociale sont intimement liées, comme le défendent, y compris des macroéconomistes, défenseurs d'une sociale écologie. Je voudrais citer Éloi Laurent, Gaël Giraud, mais aussi Kate Raworth avec son idée de donut, mais aussi un peu nos équipes qui travaillons sur des indices de santé écologique et de santé sociale, ou encore tous les promoteurs d'une socio-économie écologique comme Clive Spash, Olivier Godard, Olivier Petit, Franck-Dominique Vivien. Au total, si j'en reviens aux travaux de Stockholm, le point de bascule total semble proche. Alors ma question, c'est comment en sommes-nous arrivés là, ou comment et pourquoi, puisque je vais prendre le point de vue de l'économie, les économistes n'ont-ils rien vu venir, pour paraphraser la reine Elisabeth, sur la question financière. Voire, pour reprendre le titre éponyme de l'ouvrage d'Antonin Potier, comment les économistes réchauffent-ils la planète ? Comment expliquer une telle inertie des institutions, des pouvoirs publics, des acteurs économiques, des citoyens pour partie, en particulier les plus pollueurs, non pas pour nous inviter à nous adapter, mais pour réagir vigoureusement face à cet effondrement et pour résister, alors que tout le monde sait, ou que tout le monde devrait savoir. Alors, certains intellectuels insistent sur le rôle joué par de nouvelles technologies du consentement, à l'instar des politiques de résilience établies au Japon après Fukushima. Je vous invite vraiment à lire les travaux de notre collègue du CLERC, Thierry Ribaud, qui parle de ces technologies du consentement et qui inviteraient à résister sans opposer de résistance, par exemple, une autre manière de réfléchir à la question de la résilience de manière plus critique que ce que l'on entend dans les médias habituellement. Et pour ma part, et parce que le temps m'est compté, je voudrais identifier, face à ces questions autour de pourquoi une telle inertie, je voudrais identifier deux vents contraires.
comme autant de freins, mais je pense que le terme est terriblement faible, comme autant de résistances stratégiques sans doute à une transformation radicale, à une révolution dans nos modes de production, de consommation et de distribution. À qui profite le crime en quelque sorte, hein. Et comme cette séance porte sur les sciences sociales face à l'Anthropocène, je vais me centrer sur le rôle joué par les sciences économiques. Alors, je vais laisser de côté deux choses. Je vais laisser de côté un pan important qu'il lui fallu explorer sur la question à qui profite le crime et qui a été étudié par le sociologue marxiste Razmig Koychoyan, qui n'a pas du tout été cité, dont la nature est un champ de bataille. Non seulement montre-t-il le désastre n'impacte pas les catégories socio-professionnelles de la même manière, mais aussi et surtout, il montre que la classe capitaliste a inventé des tas de dispositifs financiarisés pour faire du désastre, je dis bien du désastre et non pas de la nature, du désastre une juteuse rentabilité financière. Et donc, il ne s'agit pas simplement de financiariser la nature aujourd'hui, mais de financiariser le désastre. Je laisse ça à votre sagacité pour plus tard et pour vous dire que je ne vais pas être très optimiste. Mais je laisse aussi de côté, voilà. Donc, j'en viens maintenant au premier vent contraire sur lequel je voulais venir. Et ce vent contraire, je l'ai intitulé « La dépendance cognitive au sentier et l'inertie des logiciels de pensée ». D'une certaine manière, on ne s'était pas influencé l'un l'autre, mais on est un peu sur la même exigence à l'égard de nos collègues. Alors, j'ai quand même jusqu'ici parlé des économistes comme un tout. Et je suis persuadée qu'au moins 2 personnes dans la salle ont vu rouge, et je les comprends. Parce que cette manière de présenter la science économique est évidemment, pour le moins, particulièrement paresseuse, voire inepte. Parce que, je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas et celles qui ne le savent pas, les économistes ne pensent pas tous la même chose. Et il serait d'ailleurs d'une utilité très très faible s'ils pensaient tous la même chose, pour reprendre en clin d'œil le titre éponyme de l'ouvrage coordonné par Orléans. Alors, si l'économie mainstream s'est emparée depuis fort longtemps de la problématique de l'environnement, sous l'angle souvent des ressources naturelles, cette manière qu'ils ont de penser l'environnement est envisagée strictement sous l'angle du marché, des défaillances de marché, des externalités. Mais je vous rappelle que ces économistes mainstream, comme leur nom l'indique, dominent. Et ce sont eux qui inondent le marché des idées, de l'externalité, du marché et des défaillances de marché. Alors, externalité d'abord. Pour ces économistes de l'environnement, le désastre ne serait lié qu'aux externalités. D'ailleurs, pour l'économie de l'environnement assez prompte à refaire l'histoire, c'est parce que précisément la nature n'avait pas de prix jusqu'à récemment qu'elle a été autant dégradée. Donc les pollutions seraient une externalité du système, le changement climatique serait une externalité du système, l'effondrement de la biodiversité serait une externalité du système. Et qu'est-ce que c'est que les externalités ? Ce sont des effets incidents, ce que j'appelle parfois l'effet « oups », et qui nuisent à des agents économiques tiers, et ces effets incidents n'étant pas valorisés en coût, invisibles. Donc les économistes de l'environnement n'hésitent pas à parler d'externalités en cas de pollution industrielle, que ce soit la catastrophe de Fukushima à celle au pluriel de Rouen de Lubrizol ou celle de Toulouse AZF, ni à parler d'externalités, je rappelle, effet oups, lors de l'effondrement du Rana Plaza, symbole du textile mondialisé, au Bangladesh, avec ses 1200 morts, et qu'a bien étudié Clément Seyé, qui doit être dans la salle. Pour l'économie écologique, au contraire, ou la socio-économie écologique, qui n'a plus rien à voir avec l'économie de l'environnement et qui est une économie hétérodoxe, avec par exemple Juan Martinez-Allier, les externalités ne sont pas sporadiques. Ce ne sont pas des effets oups, mais elles ont un caractère systémique. Le concept d'externalité est donc inopérant pour rendre compte de l'empreinte durable laissée par le capitalisme et ses dynamiques extractivistes sur la nature. Les dégâts sont structurels et ils sont consubstantiels à l'activité anthropique et à son hubris, à sa démesure. Deuxième terminologie, comme dépendance cognitive au sentier, après les externalités, les chocs externes. L'économie de l'environnement, je reviens donc aux économistes mainstream, développe non seulement le concept d'externalité, mais aussi l'idée que les crises ont des causes externes au système. Au fond, il s'agit peut-être d'ailleurs d'une extension de l'idée d'externalité. D'ailleurs, pour mémoire, des économistes très très visibles, je pense en particulier à Jean Pisani-Ferry, considéraient déjà que la crise du Covid pouvait être comparée à un choc de météorite. Négligeant superbement les travaux de l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, suggérant au contraire le rôle structurant joué par les zoonoses dans les épidémies et le caractère endogène de ce qui nous arrive.
Cette narration ad nauseam d'une extériorité des crises et des catastrophes est commode à plus d'un titre. Elle permet de s'exonérer des contradictions internes du système, que j'évoquais tout au début. Elle permet de s'exonérer d'une analyse des responsabilités structurelles des crises ou de cet effondrement. Et elle permet aussi, pardon pour mes collègues, de faire tourner en boucle les mêmes modèles, les mêmes variables, en jouant de la critique interne, en modifiant ici ou là les paramètres des modèles. Et en disant l'écologie, je n'y connais rien, ce n'est pas de ma compétence. Plus généralement, l'économie de l'environnement fait du marché, troisième point, après les externalités, le choc externe, elle fait du marché la seule institution légitime. Dans cette perspective, les dispositifs de régulation de l'économie de l'environnement sont pour l'essentiel les signaux prix et les nouveaux marchés qu'on songe à la tarification du carbone et au marché carbone, sur la question climatique en tout cas. Par exemple, toujours dans ce fameux rapport Pisani-Ferry, mais qui est présenté presque comme le parangon publié en 2023, si de très bons mots sont choisis ici ou là dans le rapport, laissant penser qu'une révolution de la pensée est en cours, on évoque la planification, des réglementations, de la régulation des quantités consommées, c'est-à-dire vraiment on est dans une forme de rupture paradigmatique forte, et je le dis vraiment très sérieusement. Finalement, c'est quand même toujours le signal prix, de même qu'une meilleure information du consommateur, mettons des étiquettes partout, qui sont présentés comme le golden standard, meilleure information et un peu du nudge aussi pour rendre les comportements vertueux. Faites pipi, surtout sur la petite mouche. Alors, externalité, extériorité, marché, je voudrais aussi ajouter quelque chose autour du langage de la monnaie. L'usage de la monnaie, en particulier pour mettre de la valeur à ce qui n'en avait pas jusqu'ici, est mobilisé vraiment comme le langage privilégié et il véhicule pourtant une philosophie de soutenabilité faible qui rend totalement impossible analytiquement de penser les fameuses irréversibilités que j'ai évoquées en propos liminaire, outre le caractère totalement anthropocentré du prix que l'on va donner soit à la nature, soit aux services rendus par la nature. Alors pourquoi on est dans l'incapacité de penser les irréversibilités, je pense y compris dans les comptabilités environnementales, mais on peut revenir dans le débat, parce que lorsqu'un prix est donné à la nature ou au service qu'elle rend, la compensation des dégradations est toujours possible. Ce qui m'amène à discuter, après les externalités, le marché, le choc externe et autres éléments conceptuels de l'économie de l'environnement, le mythe de la compensation. L'idée de la compensation est autant un attrape-tout que celle des externalités. Elle est mobilisée par les économistes de l'environnement pour réinternaliser les externalités, un peu comme une sorte de commerce contemporain des indulgences aux effets de gaz à effet de serre. On répond quelques compensations. Mais là encore, le diable est dans le détail, comme c'est souvent le cas, même dans une analyse purement internaliste, puisqu'en effet, il y avait vraiment plusieurs manières de compenser pour les entreprises émettrices de gaz à effet de serre. Soit on reconstruit à l'identique, et là, tous les spécialistes de la biodiversité nous disent par exemple qu'on ne reconstruit jamais à l'identique un système qu'on a détruit. Tout au plus, peut-on, par exemple, sur des systèmes humides, les reconstruire à 85%, donc on finit toujours par dégrader quelque chose. On peut reconstruire ailleurs, ce qui interroge cette fois-ci les écosystèmes territoriaux, ou on peut compenser autrement, ce qui est, là encore, mobilisé de manière massive. Par exemple, on vient planter quelques arbres dans une forêt ou installer quelques éoliennes en contrepartie de ces fameux kilomètres qui auront été parcourus en avion, ce qui pose évidemment des problèmes absolument redoutables. Alors à tous ces éléments que j'ai déclinés comme autant un petit peu de grammaire de l'économie environnementale, j'aurais pu ajouter aussi les perspectives liées aux préférences individuelles. Faut-il changer le système des préférences individuelles ou changer le système des valeurs, comme le dirait ma collègue sociologue Dominique Méda, qui travaille sur les questions environnementales depuis 30 ans. Le premier vent contraire était le recours au marché et ses concepts pour appréhender les questions écologiques. Et j'en viens maintenant à un deuxième vent contraire. Le deuxième vent contraire, je vais l'appeler l'agnotologie. Pour certains d'entre vous, vous pensez que c'est un terme barbare, mais c'est en fait une terminologie extrêmement utilisée en sciences des techniques et je pense qu'il est tout à fait approprié ici, même si je me lance un peu. Alors l'agnotologie analyse les stratégies qui visent à utiliser de la connaissance scientifique pour instiller du doute et donc de l'ignorance dans le public. L'agnotologie est quelque chose relevant de ce qu'on peut appeler la production ou la fabrique d'ignorance.
Ça a d'abord été conceptualisé après l'analyse des pratiques scientifiques de l'industrie du tabac sur la santé, notamment chez Proctor avec son ouvrage « The Making and Unmaking of Ignorance ». Et l'agnotologie a ensuite été développée à d'autres champs, y compris d'ailleurs écologiques, par Oreskes et Conway dans un ouvrage qui a été publié en français qui s'intitule « Les marchands de doute ». De nombreux intérêts, plus ou moins convergents, concourent à ce que soit maintenue une science économique hors sol, peu heuristique et absolument découplée des problématiques contemporaines. C'est ce qui avait déjà été montré, par exemple, par les économistes critiques Gaël Giraud de Georgetown University ou de Steve Keen, économiste hétérodoxe australien, à propos de la sphère financière et du mythe de l'efficience des marchés financiers. Et Gaël Giraud, d'ailleurs, il suggérait qu'on était dans une forme d'agnotologie à propos de la finance et que les cadres théoriques hors sol avaient des effets rétroactifs, pour ne pas parler de performativité, et qu'ils participaient du maintien du pouvoir par les élites économiques et financières. La question écologique, dans ses rapports à l'économie, et en particulier à la croissance économique, peut, à mon avis, être étudiée sous l'angle de l'agnotologie. Je vais en fournir ici 2 indices, mais je pense franchement que les travaux d'Antonin Potier sur comment les économistes réchauffent la planète, en particulier en usant et abusant des analyses coûts-bénéfices, auraient pu constituer un cas d'école en soi d'une certaine manière. Mon premier indice, la production du rapport qui a déjà été évoqué par Paul, de Dennis et Donella Meadows de 1972, dans lesquels les auteurs alertent sur la finitude de la planète. Un rapport qui fait du bruit, qui marque les esprits. L'une des réponses à ce rapport a été celle de James Tobin et William Nordhaus, qui sont 2 économistes qui plus tard obtiendront chacun pour des raisons différentes le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, et ils publient un article retentissant dès 1973, donc l'année suivante. Et il pose la question « Is growth obsolete ?» Est-ce que la croissance est obsolète? Vous imaginez la réponse, vu ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer. La réponse est non. Et en fait, le travail qu'ils ont construit a permis de miner la certitude en train de se construire que la croissance serait peut-être pas tout à fait un bien pour les limites planétaires. Et au contraire, Tobin et Nordhaus, ils ont, à partir de la construction d'un indicateur alternatif, ça c'est pour toi Félicien, le Index of Sustainable Economic Welfare, donc alternatif celui-là mais sans aucune capacité critique, plaidé pour continuer the business as usual. Deuxième coup de force des économistes dominants, ou deuxième indice qui joue, à mon avis, dans l'inertie du système, pour ne pas parler d'agnotologie, mais je voudrais bien aller jusque-là, c'est le passage du modèle de croissance de Solow à celui, au début des années 1980, de croissance endogène. Ici encore, on est là dans une opposition farouche au rapport des Meadows. Il a fallu quelque temps pour le construire. Le projet théorique miraculeux de la croissance endogène, qui est celui qui est encore très ultra dominant chez les macroéconomistes néoclassiques, est de défendre la thèse d'une possibilité de croissance infinie dans un monde fini, du fait des ressorts internes de la croissance. Pour le dire très très simplement, parce qu'en fait la croissance endogène, c'est un thème un peu barbare, mais qui est vraiment très facile à comprendre, la croissance économique génère des moyens qui permettent des innovations et du capital humain, qui eux-mêmes permettent de la croissance, qui générera des moyens, puis des innovations, puis du capital humain. Et on est dans une sorte de boucle vertueuse si l'on prend le point de vue de la croissance économique. Et cette croissance endogène, elle a amplement contribué à faire passer la croissance économique d'indicateur de moyens à indicateur de finalité au milieu des années 80 et endossant le projet de société. Le socle de cette croissance endogène, outre qu'elle a aujourd'hui encore des relais très très puissants, du fait de la position dans le champ de ceux qui les portent, je pense à les nommons-les, Philippe Aguillon, Jean-Philippe Ferry, de grosses hypothèses qui frisent l'axiomatique ou la croyance. Première hypothèse, ou première axiomatique, les moyens économiques permettront toujours de compenser les dégâts anthropiques. Toujours, toujours. Deuxième élément, la croyance très forte dans les innovations, qui sont d'ailleurs toujours appelées progrès, que portent encore ce qu'on appelle aujourd'hui les techno-optimistes et qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, comme on va dire, oui, mais Jeannie Catrice, elle abuse encore un peu, elle est excessive, je voudrais citer Philippe Aguillon, qui incarne magistralement ce techno-optimisme. Et pour ceux qui ne le savent pas, Philippe Aguillon est vraiment un proche conseiller du plus haut prince. Je le cite 2016, je le cite in extenso. « Mon optimisme n'est pas béat, il est militant, combatif. Quelqu'un qui part perdant ne peut pas y parvenir.
C'est une tournure d'esprit. Un chercheur est typiquement quelqu'un d'optimiste. Je crois dans la capacité des hommes à trouver des solutions aux problèmes. J'ai foi dans l'intelligence et les qualités humaines. Dans un monde sans innovation, les possibilités et les ressources demeurent limitées. Au contraire, grâce à l'innovation, il est possible de reculer les limites du possible. On peut par exemple consommer de moins en moins de ressources épuisables ou trouver de nouvelles sources d'énergie. Et je crois en l'innovation, à la fois économique et dans nos modes d'organisation et de pensée, et je crois à l'action et à la force de la volonté. C'est en cela que je suis optimiste. En 5 lignes, 4 fois je crois, 1 fois j'ai la foi, je voudrais finir par Amen. Conséquence. Bien que le GIEC insiste de plus en plus avec le temps sur l'importance de la sobriété en complémentarité avec l'efficacité technologique et la substitution de l'énergie ou du capital vert à brun, des économistes nombreux continuent de saccager d'autres perspectives que le modèle de croissance, que cette perspective soit celle de la décroissance, de la post-croissance ou autre. Par exemple encore, en 2023 toujours, décidément je suis centrée sur ce rapport Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, qui ont par ailleurs quelques éléments intéressants qui s'intitulent « L'incidence économique de l'action pour le climat ». Il y a des éléments stimulants dans ce rapport, mais aussi des moments où les auteurs se lâchent, mais alors totalement. Ainsi en est-il de la décroissance. Alors comment saccagent-ils ces perspectives de décroissance ou de post-croissance? Ils disent, je les cite, « La décroissance est trompeur ». Je les cite, page 46, « Il est possible de raisonner en décroissance si on est philosophe ou sociologue, mais pas quand on est économiste ». Il disqualifie de nombreux travaux, ceux de Tim Jackson, de Peter Victor, du Beyond Growth de l'Union européenne, sans compter évidemment tous les travaux qui sont totalement sous leur radar. Il mobilise des arguments d'autorité du style que vous connaissez bien. La décroissance, je les cite, signifierait un retour en arrière de plusieurs siècles. Je rappelle quand même pour celles et ceux qui n'ont jamais compris ça que la croissance nulle, zero growth, ça signifie simplement qu'on ne produit pas plus que l'année précédente. Ça ne signifie pas qu'on s'arrête. Ça signifie pas plus que l'année précédente. Troisième élément, toujours dans ce rapport, ce serait économiquement trompeur. Alors l'argument n'est pas étayé, d'autant qu'il y a tout un pan de la macroéconomique post-keynésienne absolument dynamique qui investit utilement ce champ. Je pense à Louison Cahen-Fourreau, à Marc Lavoie et d'autres. Autre élément qu'ils évoquent, ce serait, je les cite, socialement désastreux, car cela revient, je cite encore, à demander à celles et ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois de se serrer davantage la ceinture au nom de finalités supérieures. Il faut dire que leur chapitre sur la justice sociale n'arrive qu'en 9e position sur 11 chapitres. Rien sur le partage du temps de travail, rien sur la fiscalité redistributive, rien. Il conclut en disant que c'est une voie sans issue. Et le rapport dit tout simplement qu'il faut trouver la voie d'une nouvelle croissance, alors laquelle mystère et boule de gomme, dans le cadre explicite de la croissance endogène dont je viens de vous parler et qui est totalement miraculeuse. Cela n'interroge jamais ce que seraient les besoins fondamentaux qu'il faut assouvir en tenant compte des limites planétaires. Alors je conclus en insistant sur la nécessité de repenser en profondeur les institutions, ce que font les économistes écologiques évidemment. Et en bonne économiste institutionnaliste, je voudrais identifier de nombreux travaux qui montrent à quel point il est important de penser la post-croissance comme un choix. Ça nécessite un certain nombre d'éléments. D'abord, ça nécessite beaucoup d'humilité en cette période d'incertitude radicale. Beaucoup d'humilité. D'ailleurs, on voit fleurir des tas de scénarios prospectifs comme autant de narratifs possibles qui sont portés à la fois par des scientifiques, mais aussi par des associations, l'ADEME, le GIEC, Negawatt, qui fait des choses extrêmement intéressantes depuis 20 ans et qui commence à être pris comme un acteur intellectuel sérieux, mais il a fallu 20 ans pour y arriver. Et d'ailleurs, la sobriété est au cœur de tous ces scénarios aujourd'hui, alors qu'avant 2010, seule Negawatt était pionnière dans la perspective sobriété, au moins de l'énergie. On pourrait y ajouter sobriété en matière, en terre, en eau, etc. Donc, premier élément, de l'humilité et s'adosser aussi à celles et ceux qui ont été précurseurs. Deuxièmement, repenser les institutions de la redistribution économique et sociale, mettre le chapitre 9 de Mahfouz et Pisani-Ferry en chapitre 1 ou 2. Quelles institutions de la protection sociale? Quelles institutions de la souveraineté alimentaire? Quelles institutions de la reconversion professionnelle écologique qui, de toute façon, aura lieu? Troisième élément, créer des gouvernances polycentriques dans le prolongement des travaux séminaux d'Elinor Ostrom, repenser la notion du centre-territoire et la redistribution du pouvoir institutionnel, municipalité, territoire, etc. Quatrième élément, expérimenter
un peu comme tu le suggérais. Expérimenter des séquences de démocratie locale et participative qui, à mon avis, seules peuvent permettre de poser et de répondre à la question vers où voulons-nous aller en ne renonçant pas au partage des savoirs. Et de ce point de vue, moi aussi, je loue la présence d'ATD. De redessiner les institutions, enfin, et c'est mon dernier point parce que c'est celui qui m'anime le plus dans le quotidien de mes recherches, redessiner les institutions d'enseignement et d'éducation, mais aussi les institutions statistiques, parce que les institutions statistiques sont des dispositifs absolument décisifs pour nous représenter le monde et pour le changer. Ce sont des outils centraux des diagnostics et de la planification du monde que nous voulons. D'ailleurs, Amartya Sen, au moment de la commission Stiglitz-Fitoussi, ne s'y était pas trompé, qui disait « Nous sommes en train de réfléchir au monde que nous voulons ». Le problème de la commission Stiglitz-Fitoussi, c'est qu'elle était composée de 25 personnes, 2 femmes, tous plus de 60 ans, tous blancs et tous occidentaux. Les redessiner, ces institutions, notamment du monde statistique, mais aussi de l'enseignement et de l'éducation, ça signifie de renouer avec le caractère pluriel dans les doctrines, pluriel dans les disciplines qu'elles avaient l'une et l'autre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sans nostalgie outrancière. Et donc le XXIe siècle sera interdisciplinaire, indiscipliné et pluraliste, ou bien ne sera pas. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions sur les sciences sociales au défi de l'Anthropocène. Nicolas, est-ce qu'on a du temps pour les questions? C'est fini. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les interventions de Florence et de Paul? Débute surtout. Merci pour vos exposés qui sont diablement excitants et enthousiasmants. Et ma question est pour Florence. Est-ce que tu penses pas, et ça interpelle plutôt la dernière partie de ton exposé, est-ce que tu penses pas que dans les vents contraires, il n'y a pas notre réticence un peu forte dans les sciences sociales finalement à aborder le registre des solutions? Alors je le dis peut-être un petit peu trop, de manière trop provoque, mais comment nous sommes toujours dans une position où nous croyons qu'un surcroît de connaissances, qui bien sûr va venir de nous, c'est peut-être, ça porte la trace de notre orgueil, va faire que les solutions vont émerger, enfin que c'est notre travail de recherche sur des manques de connaissances qui vont être le ferment des solutions. Finalement, c'est peut-être pas très différent d'un certain nombre d'autres personnes qui pensent que le génie humain va permettre d'inventer de nouvelles technologies. Bon, je pousse pas le parallélisme jusqu'à la provocation. Mais, donc, je reviens sur l'idée de départ. Je trouve qu'on ne se projette pas facilement dans les solutions. Or, tu as quand même à peu près clairement, à mon avis, ouvert la voie. Je pourrais m'appuyer sur Keynes, qui disait que le mieux que nous avons à faire, c'est d'être d'honnêtes dentistes. Bon, alors peut-être qu'il se moquait un peu de lui-même. Mais tu dis, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pointer ce qui, dans les institutions, doit changer. Bon. Et je trouve peut-être on n'engage pas assez méthodiquement la discussion et même nos travaux de recherche dans cette direction-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit vraiment changer, disons, dans le capitalisme tel qu'il est organisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit changer autour de la monnaie, autour du salariat, autour de la gouvernance d'entreprise, etc., etc., autour de la famille peut-être. Bon. Et je pense alors évidemment, j'ai peur de passer définitivement pour un imbécile, mais je crois qu'on sait déjà beaucoup de choses.
Et donc, pour aborder cette question-là, on sait déjà beaucoup de choses, en fait. On sait à peu près comment fonctionne le capitalisme, on connaît la place du salariat, on sait ce que la gouvernance d'entreprise a produite quand elle était dominée par la finance. Bon, voilà. Et donc, je me demande si, ce qui nous interdit d'aller beaucoup plus loin comme force de proposition, parce qu'on n'en voit pas beaucoup non plus émerger des propositions un petit peu carrées de l'académie. Je pense à l'une d'entre elles, par exemple, qui m'a assez ébloui, c'est Michael Lenné, qui a été notre collègue ici à l'Université de Lille. Il a fait une proposition dans Ecological Economics qui est de plafonner le versement des dividendes par les entreprises à des critères, et à une moulinette, des critères de performance sociale, écologique. Alors on va dire tout de suite, on est dans l'utopie, etc. Mais c'est quelque chose d'assez subtil, le papier qu'il a fait. L'idée, c'est que, pourquoi pas, les actionnaires pourraient devenir les premiers promoteurs du tournant écologique et social. On ne les foutrait pas dehors, on ne ferait pas la révolution, on dirait non, restez là. Mais demain, vos profits, le maximum des profits que vous pourrez vous distribuer en dividendes dépendront de votre performance sociale et environnementale. Et on pourrait calibrer la moulinette, dit-il, de manière à ce que, si vous les atteignez, vous en versez autant qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne cherche pas à mettre en discussion cette proposition, mais je veux dire, on a vraiment besoin peut-être de choses plus audacieuses, avec des propositions peut-être construites en collectif, et ça, à mon avis, on se censure. On se censure sur cet aspect-là, et je te demande si ce n'est pas le troisième vent contraire. Je réponds tout de suite. Merci Laurent pour ce point complémentaire. Je pense que tu sous-estimes quand même la capacité d'un certain nombre de nos collègues à penser les alternatives. Je pense que nous ne sommes pas dans les mêmes mondes parmi les économistes. Quand tu vas au réseau interuniversitaire de l'ESS, des propositions normatives, et je vais revenir sur la normativité, des propositions normatives pour changer le monde, il y en a plein les tiroirs, il y en a plein les propositions. Les dynamiques autour des communs sont aussi une proposition alternative. La question, c'est de savoir où on se positionne. Voilà, est-ce qu'on se positionne en disant on peut transformer en ripollinant le capitalisme par l'intérieur, ou on fait des propositions un petit peu alternatives aux formes dominantes. Et puis il me semble, mais je ne veux pas non plus trop défendre mon propos, que quand je disais qu'il fallait repenser les institutions de la redistribution économique sociale, il y a eu des tas de propositions de revenus maximum autorisés, RMA. Revenu maximum autorisé. Il y a des propositions, ou bien d'utiliser l'ensemble de ce que propose Thomas Portes, par exemple, de reprendre l'ensemble de la fiscalité carbone et qu'elle soit redistribuée à plusieurs déciles de la population les plus pauvres. Donc en fait, moi, territoire zéro chômeur, encore une belle expérimentation, même si j'ai un point de vue parfois un peu critique sur la manière par laquelle les choses sont en train de tourner, et je sais pourtant que des gens sont dans la salle qui défendent le projet. Moi, ce que je pense, là où je vois ton vent contraire, donc je ne suis pas d'accord avec toi sur la deuxième partie de ce que tu as dit. Je pense qu'en fait, des initiatives qui fourmillent, il y en a des tas. La question qu'il faut se poser, en revanche, c'est: y a-t-il un vent contraire dans la situation dans laquelle on est, de cette espèce de surmoi des sciences sociales à vouloir éviter la normativité ? Ça, pour moi, c'est une vraie question. C'est-à-dire, au fond, voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les doctorales tout à l'heure. Et Corinne et moi avons défendu l'idée que quand on est dans une démarche scientifique, si on veut aller au bout d'une thèse, donc on est prise un petit peu dans notre tropisme un petit peu d'encadrant de travaux de recherche qui doivent passer par les fils du CNU, etc. On disait attention, votre normativité, elle est partout, et on interrogeait la distanciation par rapport au terrain, par rapport aux valeurs qui étaient portées par les candidats, par les étudiants eux-mêmes. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, est-ce que, à la fois du fait des urgences, du fait aussi de cette espèce de consensus autour écologique qui, quoi qu'on en pense, est quand même en train de s'imposer à nous, nous fait entrer dans une ère peut-être un petit peu où la normativité devient quelque chose d'un petit peu partagé, auquel cas on peut se mettre à penser pas seulement l'économie politique, mais aussi les politiques économiques. Voilà, je répondrai ça.
moi j'ai une question. Peut-être pour vous trois, en fait, ou pour nous, puisque vous êtes devant un parterre où il n'y a pas que des économistes et des sociologues, bien sûr, il y a plusieurs sciences sociales. Je mettrais même le droit dans les sciences sociales, mais là, bon, évidemment, je ne suis pas sûr de sortir entier de l'amphi. Donc, ma question, c'est que vous signalez tous les deux un point de vue critique de votre discipline, tendant vers l'idée qu'il faudrait pour l'économie s'ouvrir finalement à des approches sociologiques. Les approches sociologiques, on voit qu'elles ont elles aussi un point aveugle. On a le sentiment presque à vous écouter qu'au fond, vous communiquez par ce qui fait problème, par ce point aveugle. Et est-ce que c'est le cas aussi des autres des sciences sociales? Comment elles se nourrissent? Est-ce qu'on ne fait que constater finalement qu'on a un problème avec la question de la nature? Ou bien est-ce que la contribution, la manière de formuler les problèmes depuis l'économie, depuis la sociologie, depuis le droit, forme d'une certaine manière des manières communes d'essayer de surmonter cette question de l'intégration de la nature ou des problèmes environnementaux? Je veux bien commencer en disant, de mon point de vue, que pour moi, cette interdisciplinarité des sciences sociales, il faudrait déjà qu'elle soit là. Et je pense que, enfin, avec Paul, avec je sais pas, tous les acteurs de la RFSE, de la Revue française de socio-économie et d'autres, on n'a pas de difficulté. Enfin, j'insiste quand même. Hein, Dominique Méda aurait pu faire partie quand même de la liste des personnes qui sont sur les questions depuis 30 ans. Bon, bref. Donc, on peut travailler avec les autres sciences sociales. Moi, la question que je pose, c'est notre capacité à pouvoir travailler avec les sciences de la Terre, les sciences de la soutenabilité. Et là, de ce point de vue, je profite du fait qu'Emmanuel Prados soit là pour dire qu'il y a des initiatives qui visent vraiment à fabriquer des laboratoires interdisciplinaires qui fonctionnent bien. Alors, ils sont portés par l'INRIA. Alors, forcément, ils sont, je l'ai dit comme ça tout à l'heure, je leur dis comme ça, ils sont pétés de thunes, parce qu'il y arrive un moment, riche suffit pas, ils sont pétés de thunes. Et donc, forcément, c'est plus facile d'être attractif, c'est plus facile de nourrir du dialogue interdisciplinaire. Mais mais ce qu'ils ont réussi de très fort, et j'en appelle à mes collègues de Lille pour faire un peu la même chose, ce qui est très fort à ce type à Grenoble, à l'INRIA, dans ce laboratoire, c'est que vraiment les sciences sociales ne sont pas la science ancillaire de la science de la Terre, enfin, ou des sciences dites dures ou inhumaines, ou ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment absolument important, parce qu'ils ont vraiment compris qu'au fond, si on voulait travailler sur une sorte d'habitabilité, on ne peut pas travailler uniquement sur les limites planétaires d'un côté et les limites sociales de l'autre. Il faut envisager les deux d'un même ensemble. Et moi, j'ai ce sentiment que là, il y a vraiment des choses à faire, parce que, évidemment, tout ce que je vous ai dit sur le Stockholm Resilience Center, moi, je n'ai pas les compétences à titre personnel pour les dérouler moi-même. Donc, je fais confiance dans mes collègues pour travailler là-dessus. Et j'ai ce sentiment, mais peut-être que c'est mon optimisme mesuré, que le rapport aux autres sciences sociales est quand même plus facile quand il y a du désir, en tout cas, quand il y a du désir, ce qui est encore autre chose. Oui, alors, merci pour la question. Effectivement, il y a des initiatives, Nicolas, en sociologie, clairement. Il y en a aussi, et j'ai commencé par ça, par le montrer dans d'autres disciplines. Je pense que l'anthropologie, de par son lien historique avec cette ligne d'évolution qu'ils avaient tracée, sociétés les moins avancées étant plus proches de la nature et les nôtres étant du côté de la culture. Alors, évidemment, cette question a été ensuite totalement balayée au XXe siècle en montrant que ces sociétés avaient leur cohérence sociale et écologique, mais ce rapport de l'anthropologie à la nature a évidemment été davantage pensé que la sociologie. Par contre, c'est vrai que du côté de l'histoire, ce qui se fait, la réflexion fondamentale, je trouve, des Bonneuil, Fressoz, l'événement anthropocène, ils ont pris la question anthropocénique à bras-le-corps. Et donc, qu'on critique ou pas la notion, je pense que la notion anthropocène, c'est aussi une passerelle pour discuter sur les sciences sociales. Je voudrais dire qu'au sein de la sociologie, alors évidemment, peut-être tardivement, mais Bruno Latour a été important, pas tant forcément sur ses travaux en sociologie des sciences, mais sur l'idée à la fin de sa vie que finalement les sciences sociales doivent venir aussi en appui des mouvements sociaux. L'idée que finalement notre rôle aujourd'hui, c'est plus être l'avant-garde, l'élite qui montre le chemin, la voix du sociologue qui porte pour révéler les dominations, mais c'est qu'aussi, en particulier dans le contexte des terrestres, il faut appuyer les mouvements de résistance contemporains. Et je suis d'accord avec Florence, il y a énormément d'initiatives qui fourmillent, simplement dans le contexte contemporain, c'est particulièrement peu
peu facile. Je pense à mes collègues Fletcher et Bücher qui ont été traduits très récemment dans un ouvrage qui s'appelle « Pour une conservation conviviale ». On a des outils intéressants, notamment pour la protection de la biodiversité. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de réchauffement climatique, Florence, parce que je pense que ça a capté beaucoup d'autres domaines qui sont moins discutés. Mais l'idée, notamment, de revenu minimum de conservation, de programmes au Brésil où on donne, sur le modèle de bourse famille, qui a été la politique sociale la plus réussie du gouvernement Lula, eh bien, on donne une bourse environnement pour protéger des lieux où la biodiversité est importante. Donc bref, la question de l'interdisciplinarité, pendant longtemps, on a été sociologue et psychologue, par exemple, la cinquième roue du carrosse. Alors moi, ce n'est pas l'effet oups, c'est l'effet Burke que les sociologues identifiaient. Bon, est-ce que vous acceptez de boire l'eau qui sort des stations d'épuration? C'est ce que avait montré Rémi Barbier. Bon, initialement, c'est un peu l'effet Burke. Et donc, les sociologues sont là pour tester l'acceptabilité sociale des projets décidés par les techniciens, etc. Bon, aujourd'hui, me semble-t-il, on a quand même passé largement un cap là-dedans. Il y a beaucoup de programmes intéressants, pilotés par les sciences sociales avec les sciences dures, qui ont l'avantage de produire des résultats opérationnels, véritablement. Donc je serais moins pessimiste que toi dès qu'on fonctionne en interdisciplinarité, c'est-à-dire dès qu'on se met à peu près d'accord. Alors c'est peut-être pas facile avec les collègues économistes néoc, comme tu les as inventés, mais dès qu'on met en place non pas une science transdisciplinaire, je pense que ça n'existe pas, mais une vision à peu près réaliste et partagée de la réalité entre les différentes sciences, ça donne des résultats qui sont quand même tout à fait probants dans les programmes de recherche. Ah, tu veux pas t'exprimer pour la gestion, Léna, je vois bien. Ah ben c'est le piège. Je crois qu'il y avait une autre question. Je me trompe pas. Par ici, j'ai un micro. Je veux bien poser une question du coup. Ah bah. J'y vais rapidement. Donc. Merci d'abord pour votre intervention. Vous avez, sous le ton de l'humour, évoqué cette question, est-ce qu'on est optimiste, est-ce qu'on est pessimiste? Je suis moins ou plus optimiste que toi, etc. Je me demande, est-ce qu'on ne serait pas invité à dépasser, d'une part, ce positionnement, être optimiste ou pessimiste, parce que est-ce que l'anthropocène, on peut encore raisonner dans ces termes-là, d'une part. Et ensuite, alors, je vais me permettre de lancer un petit pavé dans la mare. J'apprécie ce titre que vous avez donné sur les 3 jours, changer ou s'effondrer, et je me demande dans quelle mesure ça s'applique à l'université, à l'institution académique. J'étais frappée aujourd'hui dans la journée doctorale, et puis je le vis aussi par ailleurs, de constater la précarité, la souffrance, la violence, la détresse de tous ceux qui ne sont pas titulaires, et de voir la violence de la mise en compétition des uns contre les autres. Chaque candidature, enfin chaque poste, il y a des centaines de candidatures. Et je me pose la question, donc au-delà bien évidemment des débats sur les questions de transdisciplinarité ou du contenu en fait, bien évidemment, de ce que peut produire la recherche. Est-ce que changer ou s'effondrer, ça ne s'applique pas également sur le contenant et sur la violence économique et symbolique qui s'exerce sur tous les jeunes gens, sur tous les doctorants, sur tous ceux qui aspirent à contribuer par leurs travaux à des réflexions, mais qui sont dans des situations économiques effrayantes. Et je ne vous parle pas évidemment de la crise du logement, etc., qui rendent la vie de ceux qui n'ont pas la chance d'être titulaires compliquée. Et donc, changer ou s'effondrer, par rapport à toutes les questions que vous évoquiez, voilà, c'était ce petit pavé dans la mare. Je vous remercie. Merci. Non, c'est pas un pavé dans la mare. Je pense qu'on en est conscient. Moi, je me sens pas responsable. J'ai aucune responsabilité à l'université, donc on fait comme on peut, on se bat. Mais parfois, on a des principes. On dit un doctorant, on ne l'encadre que s'il est financé, et en même temps, du coup, on en laisse sur le côté parce qu'ils sont pas financés. Enfin bref, on peut avoir mille pensées là-dessus. Et évidemment, des mouvements critiques sur ce que sont devenus les services publics face au néolibéralisme sont aussi des travaux. Moi, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La performance totale, nouvel esprit du capitalisme » en 2012, dans lequel j'évoquais ces questions. Donc, elles sont au cœur. Enfin, je pense qu'on est nombreux, en tout cas, à
à les porter au cœur de nos réflexions. Mais quand je vous écoutais, je me disais c'est vrai. Mais je pensais que vous alliez parler plutôt du personnel de service qui est payé 10 mois par an seulement à mi-temps et qu'on reprend en septembre après les avoir laissés 2 mois sans travailler, ou à ces travailleurs sociaux qui sont obligés d'être auto-entrepreneurs pour travailler auprès d'autistes dans les associations du sanitaire et du social. Enfin voilà, évidemment, hein, le Bangladesh est plus pauvre que les autres, bon. mais quand même, je pensais que vous alliez être sur ce propos-là, mais ce n'est pas du tout un pavé dans la mare, c'est très utile qu'on pense ces questions-là communément et qu'on s'interroge à la manière par laquelle on pratique nous-mêmes les sciences sociales, notre capacité d'inclusion ou pas, et certainement pas meilleure que les autres. Ok, moi je voulais peut-être revenir sur la notion de transdisciplinarité ou multi ou inter, ou je ne sais plus trop en fait, mais juste pour prolonger ce que vous disiez sur les limites planétaires telles que vues par nos amis suédois. Et en fait, il y a beaucoup de gens derrière qui sont dans plein d'autres institutions. Mais typiquement, ils ont sorti un papier il y a 6 mois, un peu moins, qui s'appelle « Safe and Just Earth System Boundaries ». Donc, à mon sens, ça illustre justement cette convergence de disciplines très différentes, puisque là on a vraiment la notion de justice sociale et internationale, on est vraiment sur du global, hein, sur des gens qui sont initialement plutôt des géophysiciens. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire, qui est de l'ordre de la transdisciplinarité, et autour de Rockström, autour de Tim Lenton notamment, il se passe des choses en ce moment. Et par ailleurs, donc c'était pas vraiment une question, c'était juste un petit complément sur cette publication en particulier. Et par ailleurs, la question que j'avais, c'était sur cette notion d'endogénéité, d'exogénéité, et sur nos amis banquiers centraux. Parce que du coup, ça fait quelques années maintenant qu'un certain nombre de banques centrales commencent à s'intéresser au climat. Depuis peu, là, depuis 2 ans, la biodiversité en complément. Et en fait, j'ai l'impression que sans s'en rendre compte, parce qu'elle ne l'explicite pas, mais implicitement, elle commence à reconnaître qu'elles sont endogènes au problème, puisqu'elle ne regarde que les risques financiers. Et elle commence à se rendre compte qu'elle crée le risque financier qu'elles sont censées gérer ou éviter, puisque, à la marge, hein, on est d'accord, c'est totalement marginal pour l'instant, mais puisque, à la marge, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque Centrale Européenne commencent à reconnaître qu'il va falloir qu'elles, alors via des politiques de collatéraux, etc., mais elle commence à envisager de prendre en considération l'économie très carbonée de manière un peu différente de celle qui ne le serait pas. Et donc du coup de sortir d'une neutralité de marché, à la marge, hein, on est d'accord, c'est un tout petit pas, mais du coup voilà, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une démainstreamisation peut-être de certaines banques centrales? C'est un côté optimiste. Hein. Bon, en fait, la bonne nouvelle de l'année, c'est que Géraldine Thierry, que certains d'entre vous connaissent, a été recrutée parmi les 7 gouverneurs de la Banque centrale de Belgique. Et Géraldine Thierry, elle a fait une thèse sur les indicateurs alternatifs du PIB. C'est une économiste hétérodoxe. Alors, beaucoup se sont opposés. Là, il y a eu aussi un gros vent contraire. Mais bon, donc peut-être que les choses vont bouger un peu. Alors, il faut dire aussi que le système de recrutement, de composition du bureau des gouverneurs en Belgique est un peu politique. Mais enfin, quand même, c'est un élément. Moi, je serais moins optimiste que vous parce que souvent, l'endogénéisation de cette problématique vise à faire quand même... Vous savez ce que dit toujours mon collègue ici présent, mais qui l'a aussi emprunté à d'autres, c'est que les économistes ont un marteau et donc tout ressemble à des clous. Et donc, en fait, ils vont transformer la manière de penser la nature pour la rendre comparable à un asset qui soit risqué ou pas risqué. Et donc, en règle générale, ils vont le monétariser, donner un prix à des choses qui n'en ont pas. Ça nécessite, outre que ça nécessite
des contorsions assez héroïques et des hypothèses extrêmement fortes sur la manière par laquelle on peut mettre un prix, notamment en utilisant des méthodes d'évaluation contingente, ont aussi des conséquences désastreuses sur le fait qu'on fait rentrer quand même, la nature dans les modèles, quoi, en fait. Et donc voilà. Et puis, je voulais revenir sur votre première remarque. Je ne sais pas si je suis avancé le schmilblick, mais j'avais envie de dire ça en vous écoutant. Justice sociale, justice écologique. Les mouvements sociaux jouent un rôle. Les gilets jaunes, qui s'appellent en anglais Yellow Jacket ou Yellow Vest, sont cités par tous les chercheurs en sciences sociales. Tous les chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent aux questions du climat savent que le Yellow Vest ou le Yellow Jacket est une menace crédible à une taxe carbone qui serait inéquitable. Et donc, de temps en temps, les mouvements sociaux peuvent obliger aussi des chercheurs en sciences sociales, et quand je dis sciences sociales, plutôt sciences économiques, à réinterroger en tout cas la question de la justice sociale avant de la mettre au chapitre 9 de leur 11 chapitres sur la question du changement climatique. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais vraiment internationalement, hein, il n'y a pas un pays qui ne sache pas ce que ça signifie, les gilets jaunes. Oh, bonjour. Alors, bonjour à tous. Donc oui, je suis Emmanuel Prados de l'INRIA et donc qui fait partie de l'équipe qui a été mentionnée tout à l'heure. Donc en fait, je suis au départ mathématicien et ça fait 15 ans que je réfléchis de manière transversale aux enjeux risque d'effondrement. Et ce que j'ai envie, ce que m'inspirent les différentes discussions, pour reprendre un peu la question de la dame ici et puis la question de la radicalité, j'ai l'impression qu'en fait on est quand même encore dans des mécanismes de déni qui fait qu'on ne se pose pas les bonnes questions parce que les questions qu'on doit se poser, elles nous font atrocement peur. Pour moi, la question après toutes ces années de réflexion sur le risque d'effondrement, c'est que en fait on est face, c'est pas réellement un risque d'effondrement. En fait, on est face à des processus d'effondrement. Il y a plusieurs processus d'effondrement. Il faut le comprendre comme des processus. Ces processus-là, en fait, quand on regarde les différents processus, on se rend compte que quelle que soit la nature du processus, on vérifie globalement les conditions de ces processus d'effondrement, que ce soit des effondrements biogéophysiques, des effondrements structurels de la société ou des effondrements de long terme, de court terme. Tous les mécanismes-là, on vérifie les différentes conditions. Donc les processus sont enclenchés. La question, c'est pas est-ce qu'ils sont enclenchés ou pas. Ils sont enclenchés. Donc du coup la question elle n'est pas est-ce qu'il faut changer ou éviter l'effondrement. Pour moi la question c'est réellement est-ce que vu que ces processus d'effondrement sont enclenchés, est-ce qu'on va réussir à garder une forme d'humanité? C'est ça la question. Et tant qu'on ne se pose pas cette question, l'enjeu c'est d'essayer de garder pour moi une forme d'humanité dans ces processus qu'on va vivre, parce que là on est juste au début des processus, les conséquences des processus, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays pauvres dans lesquels ils vivent déjà dans la misère, mais le changement climatique, les conditions dans lesquelles ils vont vivre sont encore 100 fois plus misérables que ce qu'ils vivent aujourd'hui, malgré le fait que par rapport à nous, ils vivent dans des conditions assez terribles. Et nous, on va aussi probablement souffrir énormément. Mais la question c'est, est-ce qu'on va être capable, pour moi, de garder une forme d'humanité face à ces processus-là. Et tant qu'on ne regarde pas cette question en face, je pense qu'on ne se pose pas la bonne question. Donc voilà, je peux vous demander ce que vous en pensez par rapport à ça. Et du coup aussi, moi ça m'interroge, parce que ça c'est une question pour moi la question des humanités, les sciences sociales, elles ont un rôle majeur là-dedans à essayer de répondre à cette question-là. Voilà. On prend l'ensemble des questions si vous voulez bien. Allez-y. Alors,
m'entend? Oui. Ouais, ça marche. Donc moi j'ai une question, alors peut-être plus pour Florence Janicatrice. Dans une perspective de sciences économiques réellement pluraliste, et alors je suis peut-être optimiste, mais très optimiste, mais d'enrichissement mutuel entre les différents courants de pensée en économie, qu'y aurait-il selon vous à garder des analyses issues de l'économie de l'environnement, et en particulier d'un point de vue on va dire très pragmatique, pratico-pratique, des analyses sur les outils de régulation, les outils incitatifs par exemple? Est-ce que tout est acheté? Est-ce que certains résultats, analyses, méthodes d'analyse sont à garder, ou voire en les adaptant? Troisième, il me semble avoir eu. Oui. Julien Lecaille, adaptation radicale. Alors nous, on est plutôt changé et s'effondrer. Hein, donc j'étais cet après-midi à une conf de Richard Toll sur le campus de Moulins qui voit que dans le changement climatique, ça a un impact relativement modeste sur la croissance économique. Il y a eu une petite discussion et notamment il indiquait très, très clairement que les trucs qu'on ne sait pas trop évaluer, on les met à zéro de toute façon. Donc si le dégât est pas suffisamment caractérisé, on ne le compte pas. Donc fondamentalement, on n'a pas trop à s'en soucier. Donc je me demandais s'il n'y aurait pas quand même un intérêt, malgré tout le problème de fixer un prix à la nature, etc., d'avancer sur... qualifier de manière assez précise ce qu'on perd quand on perd des institutions, des biens communs de grande ampleur, et d'avoir des déchiffrages assez précis de ce genre de pertes, y compris pour des pertes sociales, pour le coup. Ok. Vous pouvez en profiter, sauf s'il y a une dernière tentative pour conclure. Enfin, vous répondez. Non, disons que ça va être un peu compliqué de répondre. Peut-être un point sur la question du déni des sociétés. D'abord dire que c'est un résultat majeur de la sociologie de l'environnement. Je pense que la mise en évidence des formes par lesquelles les dénis sont produits à une échelle générale ou à une échelle locale. Moi, pour avoir travaillé sur les questions d'eau à Recife, au Brésil, on voit bien comment l'action publique produit un déni persistant. Par exemple, pour anticiper la prochaine sécheresse, ils se basent sur les barrages qu'ils vont construire. Mais ces barrages, qui étaient ris paribus, ils seront remplis que s'il pleut. Or, la question de la sécheresse n'est donc pas prise en compte. Donc, il y a des mécanismes locaux, variés, de création de ce déni. Et puis, pour répondre un petit peu à ce que disait Laurent tout à l'heure dans cette même idée, c'est pas le savoir qui nous sortira de l'ornière. Dunlop et McWright, ils ont bien montré dans une enquête sur... aux États-Unis, on interroge les gens sur le changement climatique. La variable la plus importante, c'est pas du tout le diplôme, c'est le positionnement politique. Donc les conservateurs, évidemment, croient moins en le changement climatique, je parle de croyance, que les autres, mais en plus ils sont diplômés, plus ils sont absolument persuadés qu'il n'y a pas de changement climatique d'origine anthropique, parce que ça renvoie à leur identité profonde. Donc cette idée de croire que le diplôme protège et les effets de savoir sur les problèmes écologiques, c'est évidemment pas montré. Deuxième point sur les solutions, on en a un certain nombre, mais je pense qu'on a eu une révolution qu'on n'évoque pas assez, c'est la révolution des années 70, la révolution néolibérale. Alors moi je fais un test, pas du tout à la Esther Duflo, c'est pas du tout objectif et tout, mais je demande aux étudiants quel est le taux d'imposition marginale que vous accepteriez si vous gagnez 500 000 €. Donc vous savez le taux d'imposition marginale sur le prochain euro gagné. La logique voudrait qu'ils disent 90-85%, on peut se dire, dans une société un peu égalitaire. Les 3/4 des étudiants mettent 40%, ce qui n'est même pas le taux d'imposition réel. Donc je pense qu'on a quand même subi une révolution des modes de pensée. Moi, la solution, ce n'est pas d'indexer un certain nombre de produits financiers. Non, c'est taxer, comme le dit Florence, revenu maximum. C'est ce que disait Mélenchon, pourtant, que je ne porte pas dans mon cœur, mais à plus d'1 million, on prend tout. C'est un peu cette idée-là. Et c'est des taux d'imposition qui existaient aux États-Unis, qui existaient au Royaume-Uni dans les années 70. C'est pas au siècle... Enfin, si, c'est au siècle dernier, d'ailleurs. D'autre part, effectivement, changer ou s'effondrer, on n'en est plus là, je suis assez d'accord. On est plutôt sur l'idée de luxe et mal, qu'on n'a pas évoqué ici, de transition en catastrophe, d'une mosaïque de transition en catastrophe. Et effectivement, les choses risquent d'être compliquées. Pour parler luxe et mal, il y a aussi les travaux de Mathilde Zuba, à montrer comment, pendant la guerre, les politiques de rationnement avaient en plus
produit des effets bénéfiques sur la santé des populations. Au lieu de manger n'importe quoi, au moins l'alimentation était relativement de bonne qualité. Donc on a quand même des solutions qui ne sont pas trop coûteuses du point de vue de la santé des populations et du bien-être général. Qui sont à portée de main. Alors évidemment, effondrement en cours, prise en compte, et ça, c'est un autre problème. Voilà. Et juste pour finir, je pense qu'effectivement, les sciences sociales doivent faire ce que Jonas appelle, moi j'appelle ça une sociologie responsable, ou une principe responsabilité, c'est-à-dire prendre en compte la question de l'habitabilité du monde. C'est même pas une question pour moi de perspective, c'est tout simplement une obligation. Nous ne pouvons plus penser autrement, me semble-t-il. Voilà. Je vais essayer de répondre très rapidement aux 3 questions. À la personne adaptation radicale, oui, il y a toujours cette idée que ce qui n'est pas compté finit par ne plus compter et que donc, voilà, c'est une question récurrente dans le débat autour de qu'est-ce qu'on compte, comment on quantifie. Moi, je jette jamais le bébé avec l'eau du bain. Je fais partie de celles et ceux qui quantifient pas mal dans des quantifications alternatives, mais quand même, la monnaie, c'est pas neutre, quoi. Hein. Ça fabrique des équivalents généraux qui permettent de la substitution. Alors, les économistes diraient capital à un autre capital, les économistes hétérodoxes diraient un patrimoine à un autre. Et donc j'ai ce sentiment. Enfin, je défends l'idée que c'est une fausse bonne idée. Mais ça continue de nourrir des tas de travaux au niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement, au niveau de la Banque mondiale, au niveau de l'Union européenne, mais surtout au niveau des grosses organisations internationales qui cherchent à se dire qu'au fond, voilà, on pourrait donner un prix à la nature. Alors évidemment, après, on peut nous dire, mais ce prix à la nature ou ce prix des services rendus par la nature, on n'est pas obligé d'utiliser des prix de marché, on peut utiliser des prix tutélaires. Bon, pour moi, l'équivalence, elle reste quand même possible et donc on fabrique quand même des dispositifs de compensation et c'est une fausse bonne idée. Cela étant dit, c'est la grande ligne de fracture chez les écologistes. Alors, j'ai pas du tout de carte chez les écologistes, mais pour avoir beaucoup travaillé il y a une dizaine d'années autour de la question et avoir été beaucoup dans des débats autour de cette question, je sais qu'une partie des écologistes est vraiment totalement pour une monétarisation des services rendus par la nature, tandis que d'autres sont farouchement opposés et c'est une ligne de fracture très très forte. Donc voilà, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Mais en revanche, je suis pour des formes de quantification, mais qui n'utilisent pas l'unité de compte de la monnaie pour donner de la valeur à ce qui devrait en avoir et pour rendre compte d'une multiplicité de valeurs et pas seulement d'utiliser ce terrorisme de la valeur économique, y compris pour ce qui n'est pas marchand. Deuxième remarque, alors garder une forme d'humanité, bon, dans ce qu'on va vivre, oui, hein, mais pour moi c'est bien sûr c'est ça qu'il faut faire, mais vraiment bien sûr. Mais d'abord, quand est-ce qu'on parle des responsabilités de ce qui nous arrive, quoi ? Quand est-ce qu'on... tu vois, c'est ça le propos de Thierry Ribaud sur la résilience. Parce que quand on dit garder une forme d'humanité dans ce qu'on va vivre, eh ben, on évacue complètement pourquoi on en est là, où sont les responsabilités, pourquoi on a ces inerties. Et donc, moi, j'essaye d'éviter cette question pour cette raison-là. Parce que je me dis qu'il est encore temps de quand même pointer du doigt à la fois les systèmes et celles et ceux qui sont à la... Et parfois, c'est nous qui sommes responsables de ce qui arrive. Et donc, quant à l'adaptabilité, puisque c'est un peu de cela que tu évoques, garder une forme d'humanité... si on ne veut pas repartir dans le chacun pour soi lorsque des formes de catastrophes nous tombent sur la tête, il faut qu'on pense les institutions. Les institutions qui nous permettront de résister, qui plieront pas. Et c'est en ça que c'est ce que je disais quand je déclinais les institutions. Est-ce qu'on est sûr qu'on gardera la démocratie ? C'est une institution, la démocratie. Est-ce qu'on est sûr qu'avec les grandes catastrophes, on sera encore en régime démocratique ? Bon, avec le Covid, on voit que c'est pas sûr. Donc comment faire pour que les juristes nous aident à penser à des formes institutionnelles qui permettent de maintenir des formes démocratiques, y compris quand les grands désastres seront présents. Quelles sont les institutions, mais les institutions, c'est-à-dire des formes régulatoires qui nous obligent les uns et les autres, qui permettront de la redistribution immédiate.
quels seront... Enfin voilà, je pense que c'est ça. Donc on ne doit pas penser ces questions de manière... Enfin, nous renvoyer à notre précaré individuel. Je veux bien, hein, et je pense que je fais partie de celles et ceux qui devraient le plus bouger, mais je pense qu'il faut aussi penser les institutions, parce que c'est ça qui nous permettra de continuer à être sur une habitabilité, à vivre ensemble, enfin, si ce terme a un sens. Et je garde ma dernière question, ma dernière réponse pour Laurence Delattre. Merci de l'avoir posée, Laurence. C'est presque courageux, mais en même temps, il faudrait qu'on puisse en discuter. Non, mais enfin, c'est courageux, mais c'est rare, hein, des ambiances dans lesquelles l'inégalité se joue dans ce sens. D'habitude, c'est nous qui sommes totalement écrabouillés par le système de l'économie mainstream. Est-ce qu'on peut garder des choses? Certainement. Il y a des politiques économiques qui sont suggérées par les uns et les autres, qui font partie de ce grand champ de l'économie de l'environnement et qui sont certainement des politiques économiques suggérées et qui sont malignes. Mais quand même, l'axiomatique de base qui n'est jamais discutée, qui fait que le fait social c'est une somme de faits individuels, qui fait que la société est une somme d'individus, qui part de l'idée, qui part de l'idée que l'institution centrale est la seule institution, c'est le marché, qui n'interroge jamais la question du capitalisme. On n'a même pas le droit d'avoir un intitulé de cours avec capitalisme, c'est pas cachère, quoi, d'une certaine manière. Et donc tout ça pose des problèmes immenses et qui font que voilà, je suis en résistance totale contre cette espèce de bulldozer qui n'ouvre aucune porte pour le dialogue, aucune porte. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui, mais évidemment, welcome pour en discuter et continuer la discussion qu'on commence maintenant. Merci beaucoup à tous les deux pour cette plénière sur les sciences sociales au défi de l'Anthropocène. Ce que ça nous a appris finalement, et ce sur quoi ça nous a fait réfléchir, c'est à la nécessaire évolution des sciences humaines et sociales pour prendre en compte les problématiques écologiques. Donc, évolution à la fois en leur sein, mais aussi entre elles, pour pouvoir penser ces problématiques, pour participer à la transformation des modes de vie, de production, de consommation, et plus généralement des institutions, comme tu l'as bien souligné, Florence. Donc, merci beaucoup à tous les deux et merci à toutes les questions qui ont été posées. Bon, il y a un moment d'humanité possible.